Frank Bolton avait-il découvert la vérité? Il avait été engagé pour retrouver une bague volée. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais il n'avait même pas commencé au bon endroit. Il avait retrouvé une main. Il avait suivi une bague. Il avait découvert le nom de Margaret Hale. Et pourtant, au terme de son enquête, une question demeurait entière. Eleanor Vane était-elle morte à Blackwater Bay? Ou était-ce Margaret Hale? Bolton ne le sut jamais. Mais le dossier Blackwater Bay ne s'arrêtait pas avec son témoignage. Des années plus tard, 2 pièces furent ajoutées aux archives. 2 pièces que Bolton n'avait jamais vues. 2 pièces qui changeaient tout. La première était une correspondance privée entre Harold Whitmore et Eleanor Vane. La seconde était une lettre attribuée à Eleanor Vane. Elle n'était pas adressée à la police, ni à Bolton, ni à la famille de Margaret Hale. Elle était adressée à Harold Whitmore. Et elle disait enfin ce que personne n'avait compris. Bolton avait cru enquêter sur une femme disparue et une bague volée. Mais il n'y avait jamais eu de vol. La bague n'était qu'un prétexte. Les premières lettres dataient de plusieurs années avant Blackwater Bay. À cette époque, Eleanor Vane n'était pas encore une femme recherchée. Elle était infirmière, une infirmière discrète, compétente, recommandée pour sa douceur, sa patience et sa capacité à s'occuper des malades difficiles. C'est ainsi qu'elle était entrée dans la maison des Whitmore. Harold Whitmore vivait alors avec son épouse, Béatrice. Béatrice Whitmore était très malade, une maladie lente, une maladie qui avait peu à peu réduit sa vie à une chambre, quelques médicaments et des nuits trop longues. Eleanor avait été engagée pour s'occuper d'elle. Elle préparait ses traitements, surveillait ses crises, notait ses douleurs, l'aidait à boire, à se lever, à dormir. Au début, les lettres de Whitmore à Eleanor étaient presque banales. Il la remerciait pour son sérieux, pour sa discrétion, pour sa présence auprès de son épouse. Puis, le ton changea. Il ne parlait plus seulement de Béatrice. Il parlait de lui, de sa solitude, de la maison devenue silencieuse, de cette vie suspendue auprès d'une femme qui ne guérissait pas, mais ne mourait pas non plus. Et Eleanor répondait, d'abord avec prudence, puis avec une intimité de plus en plus nette. Elle écrivait qu'elle comprenait, qu'elle voyait ce que les autres ne voyaient pas, qu'elle savait combien cette maison l'étouffait. Peu à peu, Béatrice Whitmore avait cessé d'être une malade dans leurs lettres. Elle était devenue un obstacle, un corps fragile dans une chambre fermée, une respiration qui empêchait 2 amants de commencer leur vie. Puis, dans une lettre de Whitmore, une phrase apparaissait, une phrase courte, froide, presque polie. Vous savez mieux que personne comment abréger une souffrance sans laisser de traces. Il ne disait pas « tu es là ». Whitmore n'écrivait jamais les choses ainsi, mais Eleanor avait compris. Sa réponse tenait en quelques lignes. « Je peux faire ce que vous demandez, mais je ne le ferai pas pour une promesse. » À cet instant, Béatrice Whitmore était déjà condamnée. Harold Whitmore devait hériter d'une grande partie de la fortune de sa femme, mais tant que Béatrice vivait, cette fortune restait hors de sa portée. Eleanor le savait. Elle connaissait la maison, les habitudes du personnel, les heures où personne ne montait à l'étage, les doses qu'on pouvait modifier sans éveiller de soupçons, les gestes qu'on pouvait faire passer pour des soins. Dans les lettres suivantes, rien n'était écrit clairement. Pas de plan, pas de poison, pas de meurtre, seulement des phrases prudentes. Elle dormira mieux ce soir. Le médecin ne verra rien d'inattendu. Tout semblera suivre le cours naturel de sa maladie. Quelques semaines plus tard, Béatrice Whitmore mourut. Officiellement, son cœur avait cédé. Une fin attendue, presque logique. Personne ne demanda d'autopsie.
Pourquoi l'aurait-on fait? Elle était malade depuis longtemps. Son état s'était aggravé. Son mari paraissait brisé. Son infirmière était au-dessus de tout soupçon. Mais dans une lettre écrite peu après l'enterrement, Eleanor ne parlait pas de tristesse. Elle parlait d'argent. Votre part vous revient, la mienne aussi. Whitmore ne répondit pas immédiatement. Puis il expliqua qu'il fallait attendre, que la succession était plus lente que prévu, que certains mouvements d'argent attireraient l'attention, qu'il devait être prudent. Eleanor patienta, 1 mois, puis 2, puis davantage. Ses lettres devinrent plus sèches. Elle lui rappelait ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait risqué, ce qu'il lui avait promis. Whitmore répondait de moins en moins. Et quand il répondait, c'était sur un autre ton. Il ne l'appelait plus « ma chère Eleanor », il l'appelait « Mademoiselle Vane », comme si cette distance nouvelle pouvait effacer ce qu'ils avaient fait ensemble, comme si le crime pouvait être rangé dans un tiroir avec les lettres. La dernière lettre de cette correspondance était la plus importante. Elle était écrite par Eleanor. L'écriture était nette, calme, sans tremblement. Il n'y avait ni panique, ni remords. Seulement une colère froide. Vous avez hérité grâce à moi. Vous avez promis de payer. Vous avez préféré me faire attendre. Je ne suis pas votre servante, Harold. Je ne suis pas votre ombre. Je suis celle qui sait comment votre femme est morte. Whitmore ne répondit pas. Pas avec des mots. Quelques semaines plus tard, une femme correspondant au signalement d'Eleanor Vane était retrouvée blessée près d'une route, à plusieurs kilomètres de sa demeure. Elle avait survécu. Elle avait refusé de porter plainte. Et quelques jours plus tard, elle avait disparu. Whitmore avait essayé de la faire taire, une première fois, et il avait échoué. Alors Eleanor changea de ville, peut-être de nom, sans doute d'apparence. Whitmore perdit sa trace. Et c'est là qu'il fit appel à Frank Bolton. Officiellement, il lui parla d'une bague ancienne, une bague volée, une bague qu'Eleanor aurait emportée avec elle. Mais dans toute la correspondance retrouvée, la bague n'apparaissait nulle part. Elle n'était pas au centre de leur dispute, elle n'était pas l'objet d'une dette, elle n'était pas la raison de leur rupture, elle n'était presque rien. Un détail, un accessoire, un prétexte. Elle portait souvent des bagues de ce type, des bagues à pierres sombres, massives, presque semblables, jamais tout à fait identiques. Whitmore le savait. Il n'avait pas besoin d'inventer un bijou précieux. Il lui suffisait de prendre un détail vrai, visible, reconnaissable, et d'en faire une histoire de vol. Une histoire simple, plus simple que la vérité. Whitmore n'avait pas peur de perdre une bague. Il avait peur qu'Eleanor parle. La seconde pièce du dossier avait été écrite après les événements de Blackwater Bay. L'enveloppe ne portait aucun cachet lisible, mais la lettre était intacte et son contenu ne laissait presque aucune place au doute. Et cette fois, Eleanor ne se défendait pas. Elle racontait, pas avec honte, pas avec regret, avec cette précision froide de ceux qui ont longtemps préparé leur version. Elle écrivait « Harold, vous avez envoyé un homme me chercher, vous lui avez donné une histoire simple, parce que les hommes comme Bolton aiment les histoires simples, une femme, un vol, une bague, vous saviez pourtant que je n'avais rien volé. Je n'ai pas fui pour un vulgaire bijou, j'ai fui parce que vous aviez déjà essayé de me faire disparaître. » Puis venait cette phrase. « Alors j'ai compris que fuir ne suffirait pas, tant que vous me croiriez vivante, vous me chercheriez. Il fallait donc que je meure. » Mais Eleanor ne pouvait pas mourir seule. Il lui fallait un corps, il lui fallait une preuve, il lui fallait Margaret Hale, pas une ombre, pas une hypothèse, une victime. C'était du moins ce que racontait la lettre. Eleanor écrivait qu'elle avait rencontré Margaret par hasard, mais dans une lettre comme celle-là, le hasard ressemblait déjà à un mensonge. Margaret Hale était seule, sans famille proche, sans mari, sans personne qui poserait trop vite les bonnes questions.
Elle passait d'une ville à l'autre, acceptant de petits emplois, de petites promesses, de petits arrangements. Elle ressemblait assez à Eleanor pour tromper un regard rapide. Pas parfaitement, mais suffisamment. De loin, dans la brume, dans un hall d'hôtel, derrière une vitre, dans la mémoire incertaine d'un témoin. Eleanor l'approcha avec douceur. Elle lui parla d'un homme dangereux, d'une fuite nécessaire, d'un rôle à jouer, d'une somme d'argent. Margaret devait seulement se montrer à certains endroits, porter certains vêtements, adopter certaines habitudes, entrer dans un café, fumer près d'un pub, traverser un hall d'hôtel, laisser derrière elle une impression, pas une identité complète, une impression suffisante. Eleanor lui donna un manteau, des consignes, une façon de tenir sa cigarette, une manière de détourner le visage quand on l'appelait, et une bague, pas un trésor, pas une preuve, un signe assez visible pour que les témoins s'y accrochent. Car Eleanor avait compris une chose simple, les gens ne reconnaissent pas toujours les visages, ils reconnaissent ce qu'on leur apprend à remarquer, un manteau, une posture, un geste, une bague. Dans sa lettre, Eleanor écrivait « Margaret croyait m'aider à disparaître. Elle ne savait pas qu'elle devait disparaître à ma place. » Tout ce que Bolton avait trouvé à Blackwater Bay prenait alors un autre sens. Les deux femmes aperçues dans la ville, les témoignages contradictoires, la réceptionniste qui avait vu trop de choses, les chambres de l'hôtel, les vêtements différents, les carnets brûlés, les photographies de la bague. Rien de tout cela n'était le désordre d'une fuite improvisée, c'était une mise en scène. Eleanor avait créé volontairement la confusion. Elle voulait qu'on hésite, qu'on doute, qu'on parle de deux femmes, puis qu'on revienne à une seule. Elle voulait que Bolton se perde dans les détails jusqu'à accepter l'idée la plus simple. Une femme avait disparu, une main était retrouvée, une bague était au doigt, donc la femme était morte. La vérité était plus atroce. Eleanor n'avait pas besoin qu'on retrouve le corps de Margaret. Elle avait seulement besoin que la mère rende une preuve assez horrible pour frapper les esprits, assez limitée pour empêcher les certitudes, assez reconnaissable pour fermer le dossier. Une main. La main gauche de Margaret Hale, et à cette main, une bague. Dans sa lettre, Eleanor ne décrivait pas tout. Elle ne disait pas l'heure exacte, ni le lieu exact, ni ce que Margaret avait compris au dernier moment. Il y avait seulement cette phrase « Je n'avais pas besoin d'un cadavre, j'avais besoin d'une conclusion. » Puis celle-ci « La mère ferait le reste. » On pourrait croire qu'Eleanor avait agi par panique. Ce serait lui accorder trop d'humanité. La correspondance disait autre chose. La mort de Beatrice Whitmore avait déjà révélé ce dont Eleanor était capable. Elle savait entrer dans l'intimité d'une femme vulnérable. Elle savait gagner sa confiance. Elle savait transformer un soin en menace. Elle savait attendre que la mort ressemble à la suite naturelle des choses. Avec Margaret, elle ne fit pas autre chose, elle recommença. Mais cette fois, la femme vulnérable n'était pas malade. Elle était seule, et pour Eleanor, cela suffisait. Margaret Hale n'était pas une ennemie. Elle n'avait rien fait à Whitmore. Elle ne savait presque rien. Elle eut seulement le malheur d'être utile à Eleanor, utile à sa fuite, utile à cette vérité truquée que Bolton finirait par découvrir trop tard. Car Eleanor n'avait pas seulement voulu échapper à Whitmore. Elle avait voulu lui prouver qu'elle était plus intelligente que lui. Whitmore avait inventé une histoire de bague pour la faire retrouver. Eleanor utilisa cette même histoire pour mourir sous ses yeux, sans mourir. Frank Bolton avait été honnête. Il avait douté. Il avait repris ses notes. Il avait compris que quelque chose ne collait pas. Mais il avait commencé trop tard, et surtout, il avait commencé au mauvais endroit. Il avait cru que la bague était le centre de l'affaire. Elle n'était qu'un décor. Le centre, c'était un pacte entre deux êtres capables de tout. Harold Whitmore avait voulu se débarrasser d'une épouse malade pour hériter.
Eleanor Vane avait accepté de l'aider contre de l'argent. Quand Whitmore refusa de payer, Eleanor menaça de parler. Quand Eleanor devint dangereuse, Whitmore tenta de l'effacer. Et quand Eleanor comprit qu'elle ne serait jamais libre tant qu'on la croirait vivante, elle effaça Margaret Hale à sa place. C'est du moins ce que la lettre affirmait. C'est cela que Bolton n'avait jamais pu voir. Il n'avait pas enquêté sur un vol. Il avait enquêté sur les conséquences d'un premier meurtre. Et pendant qu'il cherchait Eleanor, Eleanor écrivait déjà la fin de l'histoire. Eleanor ne demandait rien. Elle ne regrettait rien. Elle écrivait seulement « Vous avez voulu que l'on me cherche. J'ai fait en sorte que l'on me trouve. Ou plutôt, que l'on trouve ce qu'il fallait de moi. » Puis, quelques lignes plus bas, « Vous saurez que je suis vivante, mais vous ne pourrez plus le dire sans expliquer pourquoi vous me cherchiez vraiment. » C'était là sa victoire. Whitmore ne pouvait pas révéler qu'Eleanor était vivante sans révéler le mensonge de la bague. Il ne pouvait pas expliquer ce mensonge sans révéler ce qu'ils avaient fait à sa femme. Il ne pouvait pas parler d'Eleanor sans se condamner lui-même. Alors, il se tut. Seulement une main, une bague, et plus tard, une lettre. D'Eleanor Vane, il ne resta bientôt plus qu'un nom dans les archives. La lettre et la correspondance avaient été retrouvées parmi les papiers de Whitmore après sa mort. Trop tard, et Eleanor Vane restait introuvable. Fait étrange, pourtant. Les enquêteurs qui examinèrent la lettre ne purent jamais l'attribuer formellement à Eleanor Vane. La signature semblait la sienne, les mots semblaient être les siens. Mais l'écriture, elle, présentait des différences que personne ne sut expliquer. Une inclinaison différente, des lettres formées autrement, comme si quelqu'un avait appris à imiter sa main, sans jamais parvenir à la reproduire parfaitement. Mais si Eleanor Vane n'avait pas écrit cette lettre, qui l'avait fait? Et Margaret Hale? Margaret Hale n'avait jamais été retrouvée. Peut-être Eleanor avait-elle sacrifié Margaret pour disparaître, ou peut-être Margaret avait-elle compris, au dernier moment, ce qu'Eleanor préparait. Peut-être avait-elle retourné le piège contre elle, peut-être était-elle partie à sa place. Bolton avait écrit « Je n'ai jamais su qui était la femme à la bague ». Personne ne le sut jamais.